Comme la gratuité va faire revenir beaucoup d'enfants dans les systèmes éducatifs, nous devons penser à construire des écoles, de nouvelles salles de classe, à former de nouveaux enseignants, à recruter de nouveaux enseignants, à leur donner de bonnes conditions de travail. Nous devons garder à l'esprit que la gratuité ne concerne pour le moment que l'enseignement de base. Il y a beaucoup d'enfants qui continuent d'abandonner l'école au niveau secondaire à cause des frais scolaires élevés. Et des provinces comme Kasaï, il y a à peine 5% d'enfants qui commencent l'école primaire qui arrivent à terminer. C'est pour vous dire la grandeur du problème. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous l'architecte Dieudonné Mutombo Ilunga. Avec lui, nous avons échangé sur ce secteur de l'architecture et les défis liés à la Covid-19. Un plombier mieux formé vit mieux qu'un universitaire en RDC. Cette année, nous avons eu, à peu près selon les explications des experts, 800 000 candidats aux examens d'État en RDC. Où en sommes-nous avec le système éducatif? Faut-il des réformes? Et pour en parler mieux, nous recevons un expert, consultant indépendant, spécialiste en éducation pour le changement de comportement. Et je vais vous le présenter. Monsieur Mabiala Maumba, nous vous saluons. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous avoir parce que vous êtes parmi ces rares experts en question de l'éducation. Quand on veut poser aux gens l'éducation, c'est quoi le système éducatif, ça pose problème. C'est par là que nous commençons notre entretien de ce soir. Qu'est-ce que nous comprenons par éducation et le système éducatif? Le système éducatif, c'est, comme vous l'avez dit, un système, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs composantes qui ont été mises en place pour faciliter l'acquisition des connaissances et des compétences par nos enfants, mais aussi par des adultes, de telle manière que ces enfants et ces adultes se déploient dans la vie en utilisant ces connaissances et ces compétences pour faire face à leurs besoins. Et donc, quand on parle de système éducatif, il faut penser qu'il y a plusieurs composantes. Par exemple, nous voyons souvent des salles de classe ou des écoles. C'est une composante. Il faut avoir des infrastructures. Mais il y a d'autres composantes aussi. Il faut avoir des personnes qui enseignent, ce qu'on appelle les enseignants. Et ces personnes qui enseignent, il faut les former. Il faut les rémunérer de façon adéquate. Il faut les motiver. Mais il y a d'autres composantes aussi. Il faut avoir des équipements. Parce que vous ne pouvez pas apprendre, par exemple, à un pilote de façon théorique. Il faut qu'il y ait des exercices pratiques, il faut des simulations. Donc il faut avoir les équipements nécessaires pour faire la simulation. Donc il faut avoir du matériel éducatif. C'est une composante également. Mais il faut aussi du contenu. Qu'est-ce que nous allons enseigner aux enfants? Pour avoir des élèves, mais des enseignants, mais il faut déterminer, décider qu'est-ce que nous allons enseigner aux enfants de la première année primaire jusqu'à la dernière année secondaire et jusqu'à l'université, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs composants et c'est pourquoi on parle de système éducatif. Et malheureusement, notre système actuel est en crise. Ce n'est pas le pays le moins loti au monde, mais nous devons reconnaître que notre système actuel est en crise et que si nous n'entreprenons pas des réformes urgentes, immédiates, nous allons droit devant les murs. C'est d'ailleurs de ça que nous allons échanger ce soir, Monsieur Mabiala Maumba. Votre chronique, vous tirez la sonnette d'alarme pour dire que la politique de la gratuité, c'est bien, mais nous risquons d'aller vers le mur et surtout avec cette situation de la Covid-19. Pourquoi nous risquons d'aller vers un mur malgré la gratuité? Parce que la gratuité est une bonne chose pour tout le monde.
je l'ai dit avec beaucoup de fierté, la gratuité de l'enseignement qui a été décrétée par le chef de l'État est une mesure salutaire. C'est une très bonne mesure parce qu'elle a permis déjà à peu près 4 millions d'enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école à cause des frais de scolarité élevés, d'aller à l'école ou de retourner à l'école. Donc sur ce plan, il n'y a pas de discussion possible. C'est une mesure salutaire. Mais alors, ce que je dis, c'est que cette mesure doit être accompagnée d'autres mesures. Parce que les infrastructures dont nous disposons à l'heure actuelle ne sont pas suffisantes pour accueillir le flot d'enfants ou d'élèves qui vont retourner à l'école ou qui vont venir à l'école parce qu'il y a maintenant gratuité. Et c'est là que je tire la sonnette d'alarme en disant, nous devons penser à nos capacités d'accueil maintenant et pour les 10, 15, 20 et 30 prochaines années. Parce qu'avec le taux de croissance démographique que nous avons, c'est-à-dire le nombre d'enfants que nous faisons chaque année qui augmente, le premier défi auquel notre système éducatif est confronté et va être confronté, c'est que le nombre d'enfants à scolariser est inouï, c'est un nombre extrêmement important et ce nombre ne va pas cesser d'augmenter. Ce qui signifie de façon concrète que dès à présent, nous devons prendre des dispositions pour construire beaucoup de salles de classe, beaucoup d'écoles, et nous devons prendre des précautions pour former des enseignants qui vont s'occuper de ces enfants, et nous devons prendre des dispositions pour prévoir de l'argent pour payer adéquatement ces enseignants. Et nous devons prendre des précautions pour nous assurer que nous avons du matériel, des équipements, le matériel didactique, c'est-à-dire le matériel dont les enseignants auront besoin pour enseigner adéquatement. Donc vous voyez que la mesure est très intéressante, mais elle va entraîner un certain nombre de réformes que nous devons urgemment prendre et sur lesquelles on ne doit plus traîner les pieds. Monsieur Mabiala Maoumba, ouais. Selon vos données, à peu près 800 000 candidats aux examens d'État sont sortis des différentes écoles cette année. Comment expliquez-vous ce chiffre? Parce que vous venez de nous dire ici, les défis, le nombre est croissant des élèves qui terminent. Comment expliquer cela? Alors, vous savez, chaque année, notre population augmente. Tout à fait. Ouais. Maintenant, malheureusement, les derniers recensements remontent déjà à une trentaine d'années. Nous ne savons pas exactement combien nous sommes, mais les démographes et les spécialistes font des projections. Ils savent à peu près, nous sommes à l'heure actuelle à environ 90 millions de Congolais, au moins. Et les spécialistes prédisent aussi que d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, nous serons beaucoup plus nombreux que ça. Et nous le voyons au niveau du système éducatif. C'est-à-dire, chaque année, le nombre d'enfants qui s'inscrivent augmente. Et à l'heure actuelle, par exemple, je peux vous donner les chiffres. Il y a à peu près les enfants qui sont âgés entre 6 ans et 11 ans, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau primaire, c'est cette tranche d'âge-là, entre 6 ans et 11 ans. Aujourd'hui, ils sont à peu près 15 millions, à peu près 15 millions, oui, aujourd'hui. Mais dans 5 ans, ils seront à peu près 17 millions. Donc vous voyez, c'est parce que chaque année, le nombre d'enfants augmente. Maintenant, la mesure de gratuité va faire en sorte que tous ces enfants-là pourront aller à l'école, contrairement aux années dernières où beaucoup de ces enfants n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école parce que leurs parents étaient trop pauvres pour payer ou sont trop pauvres pour payer les frais de scolarité. Et donc, ce nombre ne va pas cesser d'augmenter. Et c'est ça qui explique que cette année, par exemple, nous nous retrouvons avec un nombre record de diplômés, disons des candidats aux examens d'État, 800 000. Mais
nous allons revenir. Pour moi, qu'est-ce que cela implique? 800 000 candidats aux examens d'État. Supposons que 70% ou 60% d'entre eux réussissent ou ont réussi. Donc, ça va faire à peu près 600, 500 jeunes qui terminent l'école secondaire avec leur diplôme d'État. Notre système scolaire a été conçu pour que les élèves qui terminent l'école secondaire aillent à l'université. À part, bien entendu, quelques filières professionnelles et techniques où on prépare les élèves pour des emplois. Par exemple, il y a la mécanique auto. Ceux qui terminent dans ces filières-là peuvent travailler. Ils sont mécaniciens. Il y a des filières comme coupe et couture. Il y a des filières comme architecture. Pardon, pas au niveau secondaire. Il y a des filières menuiserie. Voilà. Ceux-là, quand ils ont leur diplôme d'État, ils ont également un métier. Mais de façon générale, la plupart des diplômés d'État ne sont pas préparés à être employables. C'est-à-dire ils ne sont pas préparés pour occuper un poste quelconque dans l'administration ou dans une entreprise privée ou dans une publique. J'arrive. Donc la plupart sont préparés pour aller à l'université. Mais nous le savons, toutes les universités et tous les instituts supérieurs réunis ne pourront même pas accueillir la moitié de ces diplômés d'État. Dans les 800 000. Dans les 800 000, ils ne pourront même pas accueillir la moitié. Nous n'avons pas des infrastructures. Non, on n'a pas les capacités d'accueil pour accueillir au niveau supérieur et universitaire. Alors posez-vous la question, ces enfants, que deviendront-ils? Évidemment, ils vont chercher à trouver du travail, mais avec quelles compétences? Avec quel type de connaissances? Est-ce qu'on les a préparés à travailler? La réponse est non. Même ceux qui font la section pédagogique, comme on dit section pédagogique, la section pédagogique avait été conçue, imaginée, pour que les enfants, les élèves qui terminent dans la section pédagogique puissent enseigner à l'école primaire, deviennent des maîtres, des enseignants. Mais vous savez très bien, malheureusement, que ces enfants ne sont pas préparés. Ils ne font pas des pratiques professionnelles. Le système fait que ces enfants, malheureusement, ne peuvent pas se retrouver dans la salle de classe pour commencer à enseigner. Alors, que deviennent-ils? Et c'est ça, ça devrait nous pousser à nous poser des questions sur quelle est la finalité finalement de cette école secondaire. Où allons-nous? Au fil des années, ce nombre va cesser de croître. L'année dernière, imaginez-vous, il y a combien d'enfants qui ont terminé l'école secondaire, qui ont leur diplôme d'État, qui ne peuvent pas travailler? Cette année, il y en aura combien? L'année prochaine, il y en aura combien? Et au fil des années, vous verrez que nous allons nous retrouver devant des millions de jeunes avec des diplômes d'État, mais qui n'ont aucune compétence professionnelle. Et c'est pourquoi je pose la question. Mais il est temps de revoir les contenus de nos programmes scolaires, de l'adapter au contexte actuel, aux besoins de notre société. Le système a été conçu dans les années 60. Nous ne sommes plus en 1960, nous sommes en l'an 2020. Donc il faut que nous puissions réformer le système, y compris dans les contenus, pour que un enfant qui termine l'école secondaire puisse avoir un minimum de compétences pratiques qui lui permettent de travailler et de subvenir à ses besoins. Et c'est là que je dis qu'à ce stade, en tant que nation, nous devrions faire des choix. Et les choix que je propose, c'est de privilégier l'enseignement professionnel et technique. Comme dans beaucoup de pays, je cite la Suisse et l'Allemagne, qui ont privilégié l'enseignement professionnel et technique en partant du principe simple que tous les enfants ne devraient pas nécessairement aller à l'université. L'école ne signifie pas école secondaire et université. On peut très bien gagner sa vie en étant un plombier bien formé. Et c'est ça que j'explique justement, mais à condition que justement nous ayons ces écoles professionnelles et techniques qui préparent des cadres moyens,
dont on a besoin dans différents secteurs de la vie courante. Et ces cadres moyens pourront justement terminer l'école secondaire et gagner leur vie. Les autres pourront poursuivre à l'école, à l'université ou dans les instituts supérieurs en fonction des filières qui doivent également être redéfinies. Parce que nous savons là aussi, et je reçois beaucoup de témoignages des collègues qui me disent, mais les jeunes qui terminent à l'université, mais la formation laisse à désirer, la qualité de la formation laisse à désirer, les compétences professionnelles laissent à désirer. Et puis, il y a certains programmes, certaines filières qui ne sont plus d'actualité et qui méritent d'être révisitées, et ainsi de suite. Donc, ou actualisées. Nous recevons pour vous M. Mabiala Maoumba, enseignant-chercheur, ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie OIF, expert en éducation et également spécialiste en communication pour le changement social et de comportement. Vous nous suivez de partout, vous êtes à Walungu, vous êtes à Boudjala, vous êtes à Matadi, vous êtes à Mombaimbong, vous êtes à Zanzibar, vous êtes à Kampala, vous êtes à Île-Idjwi, vous êtes aux États-Unis, à Dallas, vous êtes à Cambridge, vous êtes dans votre programme Data Market où nous recevons M. Mabiala Maoumba. C'est vraiment un réel plaisir d'échanger avec cet éminent scientifique qui est entré dans l'enseignement et la recherche et surtout dans le secteur de l'éducation et spécialiste en communication pour le changement social et comportement. M. Mabiala, il y a un problème. Vous avez relevé par exemple en Suisse et dans d'autres pays, la France, même aux États-Unis, la question est plus centrée sur les formations professionnelles. Le nombre d'années formées vous permet déjà de gagner votre vie, d'être utile à la communauté, de produire. Et vous verrez par rapport à l'âge, des très jeunes à partir de 18 ans, 19 ans déjà, quitter le toit familial pour aller habiter chez eux-mêmes ou bien chez lui. Mais pour habiter, pour vivre seul, être indépendant, il faut avoir des revenus. Et ces revenus, c'est par rapport au travail. Et le travail, c'est par rapport à une quelconque formation. Mais en RDC, surtout en Afrique centrale, dans nos pays d'Afrique, il y a une coutume. L'enfant, le jeune doit terminer l'école pour aller à l'université, devenir médecin, juriste, économiste. Mais il y a un problème. Ces filières-là, vous êtes diplômé d'État en commercial, administratif, biochimie, maths, physique, latin, philo. Mais ces nombres d'années, qu'est-ce que vous bénéficiez en termes de rentabilité de travail? Maintenant, il y a un problème maintenant qui se pose. Les familles. Mon enfant doit être médecin. Mon enfant. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par là à casser ces dogmes, à casser cet imaginaire collectif que c'est seulement à l'université que Bako Komamoto. Vous avez bien dit, un plombier bien formé, voilà, plus qu'un universitaire. Un plombier, un charpentier, un menuisier. Mais quel est ce parent qui accepterait voir son enfant ou on a papa na plombier, ou on a papa na mécanicien? Monsieur Mabiala Maoumba. Alors, vous avez cité des métiers ou des professions comme médecin, avocat, ingénieur, économiste. Ce sont des professions dont nous avons besoin. C'est clair. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir médecin. Tout le monde ne peut pas devenir ingénieur. Nous avons également besoin dans notre société de charpentiers, de plombiers, de mécaniciens. Et vous voyez, par exemple, à l'heure actuelle, nous recevons dans nos capitales africaines, quand je parle de nos capitales africaines, puisque vous avez fait allusion à l'Afrique centrale ou dans d'autres pays, pas seulement en République démocratique du Congo, nous recevons de plus en plus des voitures sophistiquées. Mais dans la plupart de nos pays, et en particulier ici à Kinshasa, mais nous n'avons que très peu d'écoles
ou d'instituts spécialisés qui forment des mécaniciens capables de réparer adéquatement ces voitures comme on les ferait en France ou aux États-Unis. Mais ça pose problème. Parce que vous voyez ces grosses voitures très sophistiquées avec une technologie de pointe, mais quand ça tombe en panne, c'est des problèmes. Parce que nous n'avons pas formé la main-d'œuvre adéquate, appropriée pour s'occuper de l'entretien et de la réparation de ces voitures. Il y a à peine, évidemment, j'exagère un peu parce qu'il y a quand même par-ci par-là quelques écoles, quelques instituts de formation qui s'occupent de ces formations, mais à l'échelle nationale, c'est insignifiant. Si on voit le ratio, exactement, par exemple à Boujala, Boujano, voilà, c'est insignifiant. Bongandanga, voilà, exactement. Alors, c'est pourquoi je reviens à notre système éducatif. Avec toutes les sections que nous avons section pédagogique, section littéraire, maths philosophie, maths physique, latin philo, et ainsi de suite. Je répète, ce système a été conçu à un moment de notre histoire. Par rapport à un besoin donné. Par rapport à un besoin donné. Maintenant, nous sommes à un autre moment de notre histoire. Notre société a des besoins spécifiques. Il est temps que nous puissions revoir le contenu de nos programmes scolaires pour l'adapter aux besoins actuels de notre société. Donc avant de commencer par la gratuité, il fallait par exemple commencer par la réforme. Non, je ne dis pas ça. L'un n'empêche pas l'autre. Ok. Non, l'un n'empêche pas l'autre. La gratuité, c'est une bonne chose parce que la gratuité permet à des enfants qui n'avaient pas les moyens de payer d'aller à l'école. Maintenant, la question, quand ils vont à l'école, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? C'est ça la question. Quand ils vont à l'école, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Il termine l'école secondaire, diplômé d'État, il en est fier. Nous sommes tous fiers. Nous, les parents, nous sommes fiers quand nos enfants terminent l'école secondaire, reçoivent le diplôme d'État. Mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Est-ce qu'ils peuvent vivre avec ce diplôme d'État? Parce que malheureusement, tous ne pourront pas aller à l'université comme cela se faisait il y a 40 ans. Il y a 40 ans, tous ceux qui terminaient l'école secondaire étaient presque assurés d'entrer à l'université s'ils avaient réussi. Parce qu'il y avait des places disponibles. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et nous n'avons malheureusement pas été prudents pour construire suffisamment d'universités en tenant compte de l'évolution de notre population. Nous n'avons pas vu venir. Nous n'avons pas été prévoyants. Nous nous retrouvons devant une situation où il y a 800 000 candidats aux examens d'État. Où est-ce qu'ils vont aller? Peut-être un tiers d'entre eux auront la chance d'entrer à l'université ou dans les études supérieures. Peut-être que parmi eux, certains iront à l'étranger. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Et c'est pour cela que je reviens une fois de plus sur le fait que nous devons revoir la finalité de notre système éducatif, en commençant par l'école primaire, l'école secondaire jusqu'à l'université. Pour l'école secondaire, par exemple, ce que je propose est que nous puissions accorder priorité à l'enseignement professionnel et technique, de sorte que les élèves qui terminent l'école secondaire, quelles que soient les options, quelles que soient les sections, puissent avoir des compétences pratiques, professionnelles, qui leur permettent, si jamais ils n'ont pas la chance d'aller plus loin, qui leur permettent de gagner leur vie. Mais professeur, comment, excusez, Monsieur Mabel, comment vous expliquez qu'avant les années 50, ici en RDC, il y avait ceux qui faisaient des cycles courts, 4 ans d'études, 3 ans d'études, bien formés, qui savaient conduire son véhicule, être manutencier, travailler à la chaîne. Mais pourquoi on n'a pas suivi ce même processus? Comment est arrivée cette cassure pour entrer dans un cycle où qui embourbe tout le monde? Parce que nos arrière-grands-pères, vous nous racontez fièrement que non, moi j'étais chez les Belges, j'étais chez les Scots, j'étais chez les Jésuites, j'étais à Kimvula, à Kinzambi, j'étais à Mikalaï, à Lubondaï par exemple. Les Belges nous ont appris à faire ceci comme métier. Et vous vous rendez compte qu'il n'était qu'en 4e primaire, mais on l'appelait un grand monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Mabiala? Alors, il faut d'abord, évidemment, je n'aime pas comparer
des aspects qui ne sont pas comparables. Parce que ce que vous êtes en train de décrire, nous étions sous le régime colonial. Nous étions colonisés. Mais quand même, la formation était bonne. J'y arrive. Nous étions colonisés. Et les colonisateurs avaient une philosophie. Et les colonisateurs avaient mis en place un système éducatif qui correspondait à ses besoins, à sa philosophie. Et la philosophie de l'époque était pas d'élite, pas d'ennui. Ça signifie concrètement que les Belges ne souhaitaient pas que le Congolais fasse, par exemple, des études universitaires, aille le plus loin possible. Parce qu'à partir du moment où vous formez des universitaires, vous formez des personnes qui réfléchissent et donc qui peuvent remettre en cause le système colonial. Et c'est ça qui ça signifie pas d'élite, pas d'ennui. Alors, comme ils ne voulaient pas former des élites en grand nombre, ils ont mis l'accent sur la formation des cadres moyens. Et c'est cela qui explique que pendant l'époque coloniale, nous en avons bénéficié durant les premières années de l'indépendance, le pays a disposé d'un grand nombre de cadres moyens bien formés, dont votre père ou votre grand-père dont vous venez de parler. Et à l'époque, moi je me rappelle encore, il faut dire aussi que la qualité de l'éducation était bonne. Je me rappelle encore parce que je me souviens de mon père, de mon défunt père, paix à son âme, qui n'avait fait que 6 ans primaire. Mais avec son diplôme, son certificat d'études primaires, il a travaillé pendant de nombreuses années comme commis. Et il parlait très bien français, il s'exprimait très bien à l'écrit et à l'oral. L'enseignement était de qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et nous avons également eu un enseignement de qualité pendant de nombreuses années. Jusque récemment, et c'est là, j'en parle également dans ma chronique, dans ma tribune, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes en proie à un autre défi qui est extrêmement important, c'est que la qualité de notre système éducatif laisse à désirer. Je vous donne un exemple. Il y a à peine 2 ans, l'Institut national des statistiques a fait des enquêtes et dans le cadre de leurs enquêtes, ils ont fait passer des tests à des jeunes, je pense à peu près 10 000 jeunes, enfants plutôt, 10 000 enfants et garçons, 11 000 filles, sur la compréhension d'un texte simple en français. Mais les résultats sont désastreux. À l'échelle nationale et au niveau des villes et des campagnes, au niveau des villes, c'est à peine 15% environ des garçons et 15% des filles qui étaient capables de lire et de comprendre un texte simple. En milieu rural, les résultats étaient encore plus dramatiques, à peine 9% qui étaient capables de comprendre, de lire et de comprendre un texte simple. Alors, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que la langue d'enseignement qui est la langue officielle, les enfants ne la maîtrisent pas, c'est problématique. Oui, sans compter le fait que ceux qui enseignent le français, les maîtres, beaucoup d'entre eux ne maîtrisent même pas la langue d'enseignement. Sans compter les autres disciplines, les autres matières pour lesquelles on remarque des lacunes. On note des lacunes chez les enseignants. C'est ce qui est grave. Oui, alors c'est tout cela qui fait que, en définitive, ce qu'on remarque comme produit final, c'est désastreux comme résultat. Alors, ça commence à l'école primaire, ça se poursuit à l'école secondaire et ça va jusqu'à l'université. Je n'insulte personne en disant que malheureusement, beaucoup de nos jeunes diplômés universitaires ne savent pas écrire. Beaucoup ne savent pas écrire ou écrivent très mal.
Ce sont des lacunes qui ont commencé depuis l'école secondaire, depuis l'école primaire, et qui se sont poursuivies à l'école secondaire et qu'ils ont traîné jusqu'à l'université. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire face à cela? Ben, il y a des solutions, fort heureusement, parce que quand la qualité laisse à désirer, il faut s'interroger sur les conditions dans lesquelles se passent les processus d'enseignement et d'apprentissage. Et ces processus commencent par l'enseignant. Est-ce que les enseignants que nous utilisons sont bien formés? Est-ce que les enseignants que nous utilisons sont motivés? Est-ce que les enseignants que nous utilisons travaillent dans de bonnes conditions? Est-ce que les enseignants que nous utilisons ont le matériel approprié pour enseigner adéquatement? Est-ce que les autres conditions de travail sont réunies? Par exemple, malgré toute sa bonne volonté, un enseignant, même s'il est très bien formé, ne peut pas s'occuper adéquatement de 100 élèves, de 120 élèves ou 140 élèves dans une classe. Or, justement, comme je le disais, la gratuité de l'enseignement, malgré ses avantages, risque d'avoir pour conséquence d'accroître les effectifs et avec le risque que la qualité ne puisse baisser. Parce que les enseignants vont se retrouver dans des classes, au lieu de 40 enfants, vont se retrouver avec 60 enfants ou même plus. Et à ce moment-là, comme nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas construit de nouvelles écoles ou de nouvelles classes, comme nous n'avons pas suffisamment formé d'enseignants, nous risquons de nous trouver devant des enseignants qui encadrent un nombre trop élevé d'enfants. Et dans ces conditions, les enseignements se passent dans de mauvaises conditions. Et quand les enseignements se passent dans de mauvaises conditions, on ne doit pas être surpris si les résultats ne sont pas bons. Parce que les apprentissages se passent également dans de mauvaises conditions. Voilà un peu expliqué en bref les différents aspects qui interviennent dans la qualité de l'éducation, sans compter évidemment des facteurs liés aux conditions de vie des enfants. Il y a beaucoup de nos enfants, de nos élèves qui malheureusement quittent chaque matin leur maison pour aller à l'école sans rien manger, sans rien mettre sous la dent. Comment voulez-vous qu'ils apprennent dans ces conditions? L'état nutritionnel et l'état de santé des enfants, c'est un facteur important pour aider l'enfant à apprendre. Mais il y a d'autres aspects aussi. Quand les enfants qui sont en ville, on ne s'en rend pas compte. Mais vous avez certainement été dans les coins les plus reculés de notre pays. Il y a des endroits où les enfants n'ont absolument rien à lire en dehors de l'école. Quand ils quittent la classe, ils vont à la maison, c'est comme si la parenthèse de l'école était fermée. À la maison, il n'a rien à lire. Pas de bibliothèque, rien. Et pas de lumière de foi. Mais voilà, exactement, rien. Alors, à l'école, il va à l'école pour apprendre à lire. Les maîtres nous dit, voilà, quand vous arrivez à la maison, prenez ceci, exercez-vous, et mais il n'y a rien à lire en dehors de la salle de classe. C'est tous ces facteurs qui font que les résultats ne sont malheureusement pas bons. Mais fort heureusement, il y a quand même des enfants qui réussissent. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos entretiens. Nous ne voyons pas le temps passer. Nous recevons pour vous M. Mabiala Maoumba, enseignant chercheur, ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, expert en éducation et spécialiste en communication pour le changement social et de comportement. Est-ce que nous allons vers un mur, tout droit vers un mur, par rapport à la gratuité d'enseignement, parce qu'il y a plusieurs défis, plusieurs éléments qui entrent en cause ou qui entrent en compte pour la prise en charge effective de bonne qualité de la gratuité. Monsieur Mabiala Maoumba nous a expliqué
que la gratuité est une bonne chose, mais il y avait aussi d'autres contours qu'on devait prendre en compte. Monsieur Mabiala, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges. C'est vrai, on ne doit pas désespérer. Quelles sont les pistes de solutions ou les propositions concrètes que vous pouvez faire? Parce que le cabinet du chef de l'État, à commencer par lui-même, le chef de l'État, vous suit, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a le ministre de l'Éducation, son Excellence Bakonga qui vous suit, le vice-ministre, son Excellence Maître Didier Bidimbu qui vous suit, il y a le conseiller spécial en charge des questions de l'éducation dans le cabinet du chef de l'État, monsieur Jean Tezo Kiansi qui vous suit. Il y a les parents, il y a les syndicats dans le domaine de l'enseignement, il y a les partenaires à l'éducation qui financent, qui soutiennent. Il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, il y a aussi l'OIF dans lequel vous avez fait partie et il y a aussi d'autres structures comme USAID, UKAID, toutes ces structures qui accompagnent l'État congolais dans la matérialisation de l'éducation de qualité pour nos enfants. Quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire? Ce piste-là que nous devons tous suivre afin de relever le défi. Alors, votre question tombe à propos, et puisque vous avez cité le chef d'État, à qui je rends mes hommages les plus différents, j'ai beaucoup aimé l'expression qu'il a utilisée dans le cadre de ces concertations. Il a parlé d'union sacrée. Alors, s'il y a un sujet qui nécessite que toutes les énergies, que toutes les forces se mettent ensemble, c'est bien le sujet de la réforme de l'éducation, du système éducatif. Parce que ça concerne l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos jeunes et l'avenir de nos pays. L'avenir de ce pays dépend des efforts et des investissements que nous aurons faits dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et donc, première action, si vous voulez, c'est important qu'il y ait une concertation avec tous les partenaires que vous avez identifiés pour que nous puissions profiter de cette crise sanitaire que nous avons vécue, pour que nous puissions profiter de cet arrêt qu'on a été obligé de faire pour nous interroger sur l'avenir de notre secteur éducatif et poser de nouveaux jalons. Poser de nouveaux jalons pour revoir nos programmes scolaires avec un peu plus d'envergure et en accélérant les rythmes, parce qu'il y a déjà des réformes qui ont commencé au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Ils vont dire, il y a des réformes qui ont commencé, notamment au niveau de l'enseignement de base. Mais les rythmes et l'envergure ne sont pas à la mesure des enjeux. Donc c'est très important. Le secteur éducatif requiert énormément d'argent. Pourquoi? C'est parce que j'invite tous ces partenaires que vous avez identifiés à changer de paradigme, à ne plus voir seulement le droit à l'éducation, mais plutôt de penser en termes de droit à la qualité. C'est extrêmement important. Penser à la qualité, au droit à la qualité de l'éducation, signifie concrètement qu'on doit investir dans la qualité de l'éducation. Il ne suffit pas d'amener, d'être sûr que les enfants sont tous à l'école. Faut-il encore que ces enfants apprennent adéquatement et atteignent les résultats escomptés. Et donc, investir dans la qualité demande beaucoup d'argent. Parce qu'il faut construire de nouvelles écoles. C'est le moment de penser aux écoles. Parce que dans 5 ans, comme je vous ai dit, les enfants entre 6 et 11 ans passeront de 15 millions à 17 millions d'enfants. Mais si nous ne pensons pas à la construction des écoles maintenant, où est-ce qu'ils iront? Donc, investir dans la qualité suffit. Penser à la construction des écoles, former les enseignants, recruter les enseignants, leur donner de bonnes conditions de travail, y compris des salaires adéquats, mais aussi penser aux équipements et matériels didactiques.
Ça, c'est très important. Et je terminerai en disant que l'union sacrée dont je parle autour de la question éducative ne doit pas être un jeu politique. On ne peut pas et on ne doit pas politiser la question éducative. Parce que dans ces processus, quand on commence des réformes, on ne peut pas, par exemple, changer de programme cette année et dans 2 ans, parce qu'on a changé de gouvernement, il y a un nouveau ministre, on doit changer encore des programmes. Non, ce n'est pas possible. Parce que, par exemple, quand on change de programme, on doit changer tous les manuels. On ne peut pas les faire chaque année, ce n'est pas possible. Donc, quand on s'engage dans des réformes, il faut qu'il y ait un consensus entre les acteurs politiques, parce que c'est des réformes qui prennent plusieurs années. Les pays, la nation tout entière doit s'engager sur une dizaine d'années, par exemple, pour dire voilà la voie que nous traçons tous ensemble. Nous nous engageons tous ensemble, quels que soient les gouvernements qui vont se succéder, quels que soient les partis qui seront au pouvoir dans 5 ans, voici les chemins que nous allons suivre et voici les résultats que nous voulons atteindre en termes d'accès de tous les enfants, en termes de qualité de l'éducation, en termes de pertinence des contenus des programmes scolaires, en termes d'adéquation entre le besoin de la société et les programmes scolaires. De telle manière que, quand on aura fait tout cela, nous serons fiers de nos enfants. Et l'éducation et la formation seront des moyens que nous mettrons à la disposition de nos jeunes pour qu'ils puissent vivre un avenir radieux en étant certain que leur formation leur permettra d'accéder à des emplois décents. Accéder à des emplois décents, M. Mabiala Maoumba, nécessite une certaine vision dans la formation que l'on doit profiler en République démocratique du Congo. Pour quel genre ou quelle sorte de formation? Quelle est la formation que la RDC, la jeunesse congolaise, les enfants congolais ont besoin? Quel type de formation? À l'européenne, à la congolaise, à l'africaine? Et le retard qu'on a, parce qu'aujourd'hui la formation c'est fait sans présentiel avec Covid-19, c'est fait avec les outils didactiques, les tablettes, ainsi de suite. L'électronique entre en cause. Mais ma question, aujourd'hui, quel est le genre de formation ou d'éducation que nous avons besoin pour le développement de la RDC? Monsieur Mabiala Maoumba. Alors, vous savez, nous sommes une société en voie de développement. Dans ces pays, j'ai eu la chance dans ma vie de vivre et de travailler dans plusieurs pays du monde, y compris dans les pays développés, comme les États-Unis, le Canada, la France, et ainsi de suite. Il y a des besoins spécifiques à ces pays-là. Nous avons également nos besoins spécifiques. Mais il y a aussi des besoins qui sont, si vous voulez, les mêmes partout. On a besoin d'infrastructures dans ces pays, on a besoin de routes, donc on aura toujours besoin d'ingénieurs. Mais on a besoin de développer l'agriculture, donc on aura toujours besoin d'agronomes. Donc les besoins sont diversifiés et nous devons donc former nos jeunes en tenant compte de la diversité de ces besoins. Mais de façon planifiée. De façon planifiée parce que, par exemple, nous remarquons, quand vous regardez l'évolution des statistiques scolaires, il y a des filières ou des secteurs où il y a un nombre pléthorique de diplômés par rapport aux besoins de la société. Il y a des jeunes, il y a un chercheur à l'université de Kinshasa, professeur Lututala, qui s'est posé récemment la question de savoir que deviennent les 500 juristes qui terminent chaque année à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Chaque année. La question que moi je me pose, est-ce que chaque année on a besoin de 500 diplômés en droit? Je ne sais pas. Donc ça, c'est des questions liées à la planification du système éducatif par rapport aux besoins de la société, par rapport
aux besoins de notre société. Et je pense que les gouvernements, les systèmes éducatifs dans son ensemble, mais aussi en lien avec les employeurs, les entreprises, les secteurs privés. C'est un dialogue qui doit s'amorcer pour savoir quels sont les besoins actuels dans différents domaines et comment les instituts de formation peuvent contribuer à répondre à ces besoins. Et entre les deux, il doit y avoir des mécanismes d'orientation pour les enfants, pour les élèves. Parce que là aussi, malheureusement, il y a beaucoup de lacunes là-dessus dans notre système. Les enfants se sentent en quelque sorte abandonnés. Ce qui existait dans les temps, les systèmes d'orientation ne fonctionnent plus à satisfaction. Mais tout cela, c'est des aspects qui doivent faire partie de la réforme dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc pour répondre à votre question, en tant que nation, nous avons besoin de cadres à tous les niveaux, dans différents secteurs de la vie sociale et économique, mais cela doit se faire de façon planifiée. Cela doit se faire de façon planifiée. Monsieur Oumba Mabiala, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel de nos échanges et nous faire comprendre que l'éducation est une bonne chose, la gratuité de l'enseignement est une très bonne nouvelle, mais nous devons mettre des garde-fous pour bien arriver à bon port par rapport à cette vision de grandeur de la République démocratique du Congo. Ouais. Alors, nous devons garder à l'esprit que la gratuité est une mesure salutaire, mais comme la gratuité va faire revenir beaucoup d'enfants dans les systèmes éducatifs, nous devons penser à construire des écoles, de nouvelles salles de classe, à former de nouveaux enseignants, à recruter de nouveaux enseignants, à leur donner de bonnes conditions de travail. Nous devons garder à l'esprit que la gratuité ne concerne pour le moment que l'enseignement de base. Il y a beaucoup d'enfants qui continuent d'abandonner l'école au niveau secondaire à cause des frais scolaires élevés. Et des provinces comme Kasaï, il y a à peine 5% d'enfants qui commencent l'école primaire qui arrivent à terminer. C'est pour vous dire la grandeur du problème. Donc il y a beaucoup d'enfants qui continuent d'abandonner l'école au niveau secondaire. Ça, c'est un défi extrêmement important auquel nous devons penser. Troisièmement, nous devons penser qu'il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école. Nous devons veiller à la qualité des apprentissages, à la qualité de l'enseignement pour que les résultats soient à la hauteur de nos attentes. Quatrième aspect, il y a beaucoup d'inégalités. Nous n'avons pas parlé des filles, par exemple. Quand j'ai parlé des enfants, des jeunes qui abandonnent l'école, il y a une proportion importante des filles qui abandonnent l'école à cause de grossesses précoces et de mariages précoces. Et ça, c'est un problème qu'il faut garder à l'esprit, qu'on peut résoudre facilement. Et cinquièmement, l'un des grands défis que nous avons auxquels nous devons faire face, c'est nous interroger sur la pertinence de nos programmes scolaires. Qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça leur sert à quelque chose? Est-ce que c'est utile pour eux? Est-ce que ça les aide à trouver du travail? Nous avons reçu pour vous M. Mabiala Maoumba, enseignant et chercheur, ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. Il est aussi expert en éducation et spécialiste en communication pour le changement social et de comportement. Merci de nous avoir suivis. Nous avons échangé sur quel avenir pour l'école en RDC, les défis pour relever réellement la gratuité de l'enseignement
et réformer certains points parce qu'il y a un grand nombre de ces enfants, de ces élèves qui iront à l'école, mais quelles sont les infrastructures pour les accueillir? Et même ceux qui sont candidats aux examens d'État, plus de 800 000 pour cette année 2020, quelles sont les infrastructures supérieures universitaires pour le recevoir? Et puis, miser aussi pour la formation professionnelle, car M. Mabiala Maumba nous a fait comprendre qu'un plombier bien formé gagnerait mieux sa vie qu'un universitaire. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Professeur Monsieur Mabiala, un grand merci. Je vous remercie. Vous avez raté ce soir, rediffusion dans toutes les plateformes de rediffusion. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.